Je suis Vincent Le Glanec, je travaille au Conservatoire botanique national du Massif central et aujourd'hui aux Convergences botaniques, je vais vous parler un peu des résultats d'une étude que nous avons effectuée sur les communautés subalpines du Massif cantalien. Bonjour à tous. Pour vous rassurer, on va éviter de faire trop de phytosociologie lors de cette présentation. On le fera dans l'article parce qu'on a des choses à valider de manière en respectant le code de nomenclature. Mais aujourd'hui, l'idée c'était plus de vous brosser un peu finalement cette histoire un peu de l'étude des végétations sur le Massif central, puisque au-delà de Flao, Montpellier c'est aussi Braune-Blanquet, et qui, pour nous, dans le Massif central, au travers de ses travaux sur les Gouales, mais aussi sur les monts du Cantal, a apporté les premières connaissances un peu sur ces massifs. Donc juste le Cantal, je vais vous le présenter rapidement tout à l'heure, mais en tout cas c'est un massif qui reste mal connu. Comme toujours, on a forcément ces grands botanistes qui ont parcouru ces montagnes, qui ont apporté beaucoup de publications sur les listes floristiques, etc. Mais il se trouvait que forcément, comme toujours, ces anciens botanistes, ils faisaient assez peu de relevés. Et donc oui, ils ont décrit beaucoup de choses, mais on en avait quand même une très mauvaise description. Donc là, c'est juste un petit descriptif de ce qui a été fait. Et juste dire que pour l'Auvergne, j'ai vu qu'il y avait certains de ces bouquins qui étaient en vente par l'association Digitalis. Voilà, on a un monsieur qui s'appelle François Billy, qui a beaucoup travaillé sur l'Auvergne, mais qui, basé à Clermont-Ferrand, n'allait pas sur le Cantal. Donc il a décrit beaucoup de choses sur le massif du Sancy, mais très très peu sur le Cantal. Ensuite, pour l'historique, sont arrivés un peu les traitements des classes du programme des végétations de France. Et quand on a fait, nous, une synthèse des relevés de nos végétations subalpines qu'on a sorties en 2021, on s'est rendu compte que sur le Cantal, il y avait relativement pas grand-chose. Pourquoi on a fait ça aussi? Ça rejoint un peu l'introduction. Il y a eu un live, la Nature Adapt, avec Réserve naturelle de France, sur justement comment adapter la fréquentation touristique dans les montagnes par rapport à la sensibilité de ces végétations. Et donc, nous, on avait un besoin de connaître la répartition de ces végétations. Donc rapidement, le Cantal, pour vous montrer que c'est pas loin de Montpellier, donc que c'est un lieu de villégiature sympa, voilà, des vacances botaniques dans le Cantal. Nous savons que ce ne sont ni les Alpes ni les Pyrénées, mais vous dire quand même rapidement en introduction que c'est le plus grand stratovolcan d'Europe, pardon. Et que du coup, c'est quand même un édifice extraordinaire, puisqu'il fait quand même 75 km de diamètre, et que c'est ce qu'on appelle c'est un volcan alcalin, et notamment qui se caractérise par des roches particulières. J'ai mis des petites photos sur la droite. Donc ces roches sont les trachyandésites. Donc la plus connue, c'est la roche de Volvic. Et ces roches volcaniques qui sont microgrenues ont une caractéristique par rapport au basalte, c'est d'être très très riches en feldspath et en différents minéraux magnésiens, et donc qui permettent l'expression en fait de végétation qui sont on va dire pas trop acides. Voilà. Et juste vous dire que si l'histoire eût été différente, on aurait aujourd'hui un sommet à 3000 mètres d'altitude dans le Massif central, mais malheureusement il y a eu une grosse explosion il y a 7 millions d'années qui a déblayé à peu près 300 km3 de débris de cendres volcaniques jusqu'à Aurillac à peu près. Et donc on a, nous, notre petit massif du Cantal qui est tombé de 3000 à 1800 mètres sur une seule explosion. Donc vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube du Mont Sainte-Hélène. Voilà, donc ça a été un événement cataclysmique. On aimerait tous le voir quand même, mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas le voir de trop près. Voilà. Mais peut-être ça va revenir. Voilà. On verra. Voilà. Juste vous dire que voilà, c'est encore une fois, je vous disais, on va pas faire trop de phyto aujourd'hui, mais en tout cas vous rappeler rapidement sur un peu les lots d'espèces communes sur la plupart des massifs centrales. Vous rappelez pour ceux que ça intéresse, il y a Mario Kleczkowski qui avait fait un article en 2020 dans Biome sur la définition de l'étage subalpin, justement sur les travaux historiques de Flao, de Braune-Blanquet, de Luquet, etc. Et donc c'est à cet étage-là qu'on s'est intéressé, donc sur nos fameuses pelouses subalpines, et notamment sur le Cantal, avec sur la deuxième liste là un lot d'espèces qui sont quand même très très rares pour le Massif central. Donc là vous avez la Jasionée crispa et Silene ciliata en photo. Juste autre illustration sur l'Androsas, sur l'anémone des Alpes et la Jasionne. Et du coup, rapidement, vous présentez juste 3 cartes pour vous montrer, voilà, c'est un peu cet îlot que représente le massif du Cantal par rapport à tout un tas d'espèces. On voit bien la proximité, on n'a pas pris non plus ces espèces au hasard, on a aussi des espèces en commun avec les Alpes, mais vous voyez bien qu'on a quand même une proximité floristique très forte entre le massif du Cantal et les Pyrénées. Donc moi maintenant je vais vous parler un petit peu plus du travail qu'on a effectué depuis ces 3 dernières années.
Notre objectif, ça a vraiment été de réétudier notamment toutes les communautés à Festuca Heroides. Pour faire un petit bref rappel, donc ça va être en général des végétations qui sont associées à la communauté des Carestia curvulés, donc les pelouses alpines acidiphiles. Historiquement, c'est une classe qui avait été considérée comme présente dans le Massif central, mais avec les synthèses PVF2, les conclusions étaient différentes, et du coup, cette classe est considérée comme finalement absente de notre territoire. Donc après ces 3 années d'inventaire, nous on a voulu un petit peu réétudier tout ça, et pour avoir un peu une vision assez claire, on a également réétudié ces relevés en les comparant avec des relevés qui relèvent, eux, de la classe des Nardétea, donc des pelouses plutôt structurées par Nardus stricta, donc des pelouses plutôt montagnardes, en l'occurrence. Et pour avoir vraiment une vision un peu globale, on les a comparés également avec des communautés des Pyrénées, donc à savoir des Pyrénées centrales et orientales. Alors, dès le départ, on a pris le parti de ne pas intégrer en fait, les communautés vicariantes du massif des Pyrénées, donc à savoir le Caression curvulé des Alpes, tout simplement parce que la liste d'espèces floristiques on n'a pas du tout ce type de végétation chez nous. Donc on aurait fait un peu que enfoncer des portes ouvertes en disant que le Caression curvulé est absent du massif central. Donc là, on va présenter un peu les résultats que nous avons pu obtenir. Il faut bien avoir en tête que là, ce sont encore des résultats provisoires, parce que tous les relevés qu'on a pu faire en 2023 n'ont pas encore été intégrés dans notre base de données. Il y a également encore des relevés bibliographiques qui n'ont pas été saisis, donc là, c'est encore un petit peu provisoire ce qu'on va présenter. Donc on a fait un peu des analyses statistiques, entre guillemets, assez classiques en phytosociaux, donc savoir des AFC, CRH, et puis après, ça permet en fait d'avoir des grands groupes de relevés. Et sur ces grands groupes, après, on peut analyser les espèces caractéristiques de chacun de ces groupements. Donc là, on a une première analyse un petit peu grossière qui nous permet de dégager 3 grands ensembles de relevés. Donc là, on va avoir le premier groupe qui s'apparente plutôt aux communautés des Pyrénées centrales. Le groupe Mantra, lui, va plutôt intégrer toutes les pelouses à Nardus du Massif central. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dès le départ, toutes les communautés à Festuca Heroides ressort dans un même cluster. Donc ça comprend toutes les pelouses à Festuca Heroides du Massif central, mais également des Pyrénées orientales. Et puis sinon, après, on a quelques relevés là qui ne sont pas vraiment bien caractérisés, c'est des relevés un petit peu marginaux, qui ne sont pas dans un groupe bien défini. Donc après, quand on refait une analyse un peu plus fine sur ces 3 principaux groupes, dès le départ, en fait, on a vraiment deux gros types de communautés qui vont vraiment ressortir de manière très indépendante. Ce sont les communautés forcément des Pyrénées, donc là qui sont représentées par le groupement 1, donc là ça va être les communautés des Pyrénées centrales, et le groupement 2 des Pyrénées orientales. Assez rapidement, on va également avoir un groupement en fait, à Festuca Heroides du massif cantalien qui s'individualise relativement bien, notamment avec des combinaisons caractéristiques d'espèces qui ressortent assez nettement. Donc là, ça va être le groupement 8. Et un petit peu en dessous, en fait, il y a pas mal de relevés qui sont clairement, après, quand on les regarde un peu plus finement et dans le détail, qui sont des relevés appauvris, qui sont surtout structurés par 3-4 espèces, type Agrostis rupestris, Festuca Heroides, Phytoma emeris phaecum et pas grand-chose d'autre. Ça, ce sont vraiment des relevés qu'on va retrouver un petit peu partout dans le Cantal, mais surtout, par exemple, dans le massif du Mézin, qui est un massif à cheval entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Et après, on a également un petit peu une petite surprise, entre guillemets. C'est le groupement 4 qui était au début rattaché, si vous vous souvenez, avec le groupement des Pyrénées centrales. Ça, ce sont des relevés en fait, qui sont du massif central, mais qui sont dans les communautés de ce qu'on va appeler, nous, les plaques à neige tardives. C'est un petit peu surprenant comme rapprochement, mais en fait, quand on analyse ça un petit peu plus finement, on a des convergences écologiques entre ces 2 types de végétation qui vont bénéficier d'un apport hydrique relativement important avec les chutes de neige. Donc en fait, on va avoir des espèces un peu en commune entre ces 2 types de communautés, donc avec typiquement Gnaphalium supinum ou encore l'Ursula des Voxy. Mais c'est pour ça que ça les rassemblait, mais finalement, quand on regarde un peu plus finement, ça va bien les déconnecter. Et puis après, on a le groupement, là qui est sur la diapo, le groupement 6. C'est une pelouse à Festuca Heroides qui a été décrite historiquement dans les Monts d'Or par Michalet et Philippe. Et très clairement, c'est un groupement qui s'avère être extrêmement appauvri floristiquement, qui ne possède pas vraiment d'espèces caractéristiques qui lui sont propres. Et c'est un petit peu problématique, mais à la fois un résultat assez intéressant.
Donc après un bref petit rappel, il faut savoir que l'ensemble des conservateurs botaniques sont engagés dans la rédaction d'un catalogue national des végétations qui permet d'aboutir à un système national partagé par l'ensemble des conservateurs botaniques. Et ce catalogue avait été présenté de mémoire l'année dernière aux rencontres par Olivier Argagnon. Donc en fait, nos résultats que nous avons pu obtenir vont permettre un petit peu d'amender ce catalogue national. Donc déjà, premier point, dans la littérature, notamment le PVF2, il avait été indiqué que par exemple les salicités herbacées, donc les communautés des combats neiges, étaient absents du Massif central, alors que ça avait été considéré comme présent pendant pas mal d'années. Nous, c'est quelque chose que du coup, avec nos analyses, on constate. C'est vraiment une classe qui n'est pas chez nous. Mais par contre, pour nous, il est vraiment important de reconsidérer la présence des Caristia curvulés dans notre massif. Et également, après, là, ça va être l'objet d'une diapo un peu spécifique sur la dernière phrase. Et par contre, on a également un point de divergence assez important. Assez récemment, il y a eu la proposition en fait, d'une alliance pour les communautés du Massif central, donc, qui s'appelle le Festicyon Aeroidis, mais qui est basée sur la communauté en fait, du massif des Monts d'Or, que je vous ai présenté juste avant, en disant que c'était quelque chose d'extrêmement appauvri, il n'y a pas vraiment d'espèces caractéristiques. Donc, en faisant cette proposition, en fait, on a une alliance qu'on peut considérer comme quelque chose d'extrêmement appauvri, ce qui n'a pas vraiment de pertinence, parce que pour proposer une alliance, il faut vraiment qu'elle ait des combinaisons floristiques qui lui sont propres et étayées, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, nous, on pense qu'il est préférable de considérer nos communautés comme relevant globalement du massif pyrénéen, enfin, dans leur globalité, mais que c'est appauvri tout simplement chez nous. Maintenant, on va vous présenter un petit peu plus en détail cette fameuse communauté du massif cantalien, qu'on considère comme des Caristia curvulés. Selon nous, il s'agit d'une nouvelle végétation en fait, non connue à ce jour et typique du sud-est de ce massif. Ce qu'il est assez intéressant d'observer, c'est qu'elle possède un lot d'espèces relativement important, en commun avec ce qu'on appelle le Hieraciophaestucetum, qui est décrit dans les Pyrénées orientales. Donc là, vous avez une brève colonne synthétique qui montre un peu, au-delà des divergences d'espèces, toutes les espèces en commune entre ces deux végétations, donc typiquement Festuca aeroides, Androsa saleri, Lussula spicata, la silène, etc., etc. Donc selon nous, ça permet en fait vraiment d'apporter de nouveaux éléments sur cette considération de cette classe en France, qui, dans la littérature, est considérée comme strictement liée à l'étage alpin. Nous, ça, on oublie, dans le Massif central, ça n'existe pas, on n'a qu'un étage subalpin, et également que ce sont des végétations acidiphiles. Nous, ce n'est pas trop le cas, parce que c'est des végétations qu'on va retrouver notamment sur des roches basaltiques, donc pas si acides, mais plutôt acidiclines. Donc dans le Massif central, ça va être plutôt des éléments stationnels qui vont prévaloir pour l'existence de ce type de communautés, donc sur des zones de crête ventée, sur des épaisseurs de sol très peu importantes, qui vont favoriser ce type de végétation. Également, après, un peu pour revenir sur l'introduction de Pierre-Marie, ces 3 années d'inventaire nous ont permis un peu de réétudier des syntaxons décrits historiquement, notamment par Braun-Blanquet. Notamment, c'est le cas du Leucanthemophaestucetum, qui a été décrit dans le Cantal sur la base d'un unique relevé et qui avait été après cité dans les Monts d'Or par Michelet et Philippe dans le cadre de leurs travaux sur ce massif. Et entre-temps, il n'y a jamais eu de relevé de publié en fait, de cette association. Donc là, nous avons pu en réaliser un certain nombre, et on peut se rendre compte en fait, qu'une partie des relevés rapportés par Michel et Philippe ne relève probablement pas, tout simplement parce qu'entre Braun-Blanquet et Michel et Philippe, ils ont fait des relevés dans des contextes stationnels très différents. Braun-Blanquet, lui, il a fait des relevés dans ce qu'il appelait des rochers herbeux, tandis que Michel et Philippe, c'était vraiment sur des zones d'érosion, des cinérites. Donc en fait, on va avoir c'est assez proche, mais quand on regarde un peu dans le détail, floristiquement, on en voit des différences. Et donc pour nous, il faut vraiment restreindre le Festicyon varié au massif cantalien et le considérer comme extrêmement rare et vraiment très appauvri en fait, dans les Monts d'Or. Également, toujours pour revenir sur le fameux Braun-Blanquet, qui a décrit une nardée Ascorzeneurides pyrénéica. Donc ça, c'est une végétation qui a été décrite dès 1926, encore une fois sur la base d'un relevé, qui a été très étudiée. Donc là, vous avez la liste des auteurs qui se sont amusés à la décrire à de multiples reprises. Et finalement, elle a été validée assez récemment, en 2014, par Gilles Thébault, sur la base du travail de François Billy. Par contre, encore une fois, si on revient un peu sur le relevé de Braun-Blanquet, on se rend compte que son relevé n'est pas un relevé strictement acidophile.
Là, vous avez par exemple un lot d'espèces qui peut illustrer cette différence, avec par exemple typiquement Ranunculus serpens, Gallium verum, Thymus plugioides, Genista sagittalis, Brisa media, Genista tinctoria. Donc ça, avec cette combinaison caractéristique, on a plutôt affaire à une communauté acidicline et non pas strictement acidophile. Et dans notre système, c'est un petit peu problématique parce qu'on a une alliance qui s'appelle le Galliopotentillon, qui est considéré comme strictement acidophile et pas acidicline. Et selon nous, il serait assez pertinent plutôt de verser ces relevés acidiclines dans une alliance qui a été considérée comme potentielle par Bruno de Foucault dans le Massif central, donc qui serait le nardo-agrostion. Et selon nous, il faudrait plutôt faire relever ce type de relevé de cette alliance. Assez brièvement, ça a été également pour nous l'occasion d'inventorier d'autres types de végétation que les milieux pelousaires, par exemple les communautés des pseudoscléranthetea ou également des mégaphorbiae, donc des Mugedioconitetea. Donc là, par exemple, c'est le cas d'une association qui avait été décrite par Luc en 1926, mais uniquement dans les monts d'Or, pas dans les monts du Cantal. Et c'était une association qui était citée comme bien présente dans ce massif, mais uniquement à base, sur le dire d'experts. Il n'y avait pas de relevé vraiment publié provenant du massif cantalien. Et donc pour nous, ça a été l'occasion également vraiment d'étayer la présence par la réalisation de relevés de ce type de végétation dans le massif du Cantal. Et également, malgré ces 3 années d'inventaire, on a quand même encore quelques groupements qui sont encore un peu méconnus. C'est par exemple le cas d'un groupement thermophile à Festuca arvanensis ou Billy, qui est connu actuellement que du massif cantalien, qui partage un lot d'espèces vraiment important avec le Leucanthemo festucetum décrit par Braun-Blanquet. La seule différence déjà, prime abord, c'est l'espèce structurante. Ici, c'est une fétuque du groupe ovine, donc arvanensis ou Billy, qui va vraiment être prédominante. Et c'est probablement, par exemple, l'épaisseur de sol qui va permettre d'expliquer cette différence. Et il va falloir qu'on continue à travailler sur ce type de végétation pour en affiner le déterminisme. Et également, on a là, cette fois-ci dans les Monts d'Or, des groupements très rares et très méconnus. Ce sont des landines, Cryophiladrias octopetala et Bistorta vivipara, qui sont situées sur des roches très basiques, plutôt situées sur les faces nord. Et donc là, ce type de végétation, vu les espèces un peu structurantes, on ne peut pas les intégrer dans les Caristia curvulés, qui est une classe qui va regrouper des végétations acidiphiles, mais là, il faut plutôt les chercher vers des choses plutôt basiphiles. Et en l'occurrence, il pourrait s'agir d'un groupement relictuel qui relèverait de la classe des Elinus esclarietea. Et si cette hypothèse s'avère exacte, il s'agirait de la première mention de cette classe de végétation dans le Massif central. Non, mais rapidement pour conclure, vous vous dites certainement mais pourquoi ils font tout ça ? Eh bien, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on est en pleine révision des cahiers d'habitat, parce que derrière, comme vous le savez, il y a la directive Natura 2000 et que nous, on a besoin que les choses elles soient classées correctement. Et c'est pas du tout une critique sur nos prédécesseurs, parce que le niveau de connaissance des végétations du Massif central en l'an 2000, il n'était pas si élevé que ça par rapport à d'autres endroits. Tout ça pour vous dire que nous, l'objectif aussi, c'est bien entendu d'adapter la gestion. Et comme vous le savez, le Massif central se caractérise par un pastoralisme omniprésent. Il y a quand même des animaux à peu près partout. Et qu'un des enjeux, c'est aussi de pouvoir limiter l'impact des troupeaux sur ces végétations-là qui sont très sensibles, et particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique. Et juste en ouverture pour la suite, c'est vous dire que voilà, avec les collègues du CBN Méditerranée et Midi-Pyrénées, on lance à partir de cette année un observatoire des végétations agropastorales du Massif central avec des collègues de l'INRAE. L'idée étant d'avoir vraiment une analyse fonctionnelle à l'échelle du Massif central de l'évolution des communautés végétales. Donc c'est quelque chose qui a été très long à porter. Et enfin, ce type d'étude a aussi été pour nous l'occasion de se rendre compte que les fétuques, c'est un gros bazar. On a commencé cette année des études de cytologie sur des populations. Et donc j'espère vraiment que d'ici quelques années, on sera en mesure de vous présenter une présentation beaucoup plus flore. Alors je ne sais pas si l'étude des fétuques est beaucoup plus bitable que la phytosociologie, mais en tout cas on reviendra vers vous prochainement avec une analyse phylogénétique en fait, des populations de fétuques du Massif central. Voilà.
Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Alors, il y a des micros à chef, il faut les allumer. Oui, j'ai vu passer plusieurs noms de syntaxons qui sont basés sur Festuca spadicea. Enfin bon, c'est une fétuque qui n'est pas difficile. Pasquea, peu importe. Je pense que c'est Spadicea de l'époque de Braun-Blanquet, c'est-à-dire Paniculata. Oui, là c'est le nom d'origine en fait qu'on a cité dans la publication, enfin qui est proposé dans la publication de Braun-Blanquet. Mais effectivement, nous plutôt ce qu'on peut observer, c'est plutôt Pasquea paniculata. D'accord. Bonjour, il paraît qu'il faut que je donne mon nom, donc Eric Imbert. J'ai une question très naïve qui n'a pas grand-chose à voir, enfin quoi que si un peu avec la phytosociologie, mais avec les objectifs d'évaluation agro-pastorale. Donc il y a une question qui est en train d'émerger de plus en plus, qui est la question de la conservation des vieilles prairies permanentes, notamment en rapport avec les pratiques de fauche, enfin, etc. En tout cas dans la région Occitanie pour la conservation, parce qu'il s'avère qu'elles ont des associations, pas forcément des espèces originales, mais des associations originales. Donc à vue de nez comme ça, est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait émerger dans votre région, si ce n'est pas déjà fait ? On va dire que la question elle est moins prégnante dans le Massif central parce que des vieilles prairies qui n'ont jamais été retournées, il en reste quand même des... Bon, vous voyez bien l'Auvergne, il en reste des milliers d'hectares. Par contre, ce que vous dites est vrai, et justement dans cet observatoire, l'idée avec INRAE, justement, il y a déjà plein de papiers qui ont montré justement cette résilience des prairies qui est liée à la diversité fonctionnelle des espèces présentes. Donc oui, il y a un intérêt à montrer ça. Donc il y a 2 thèses en cours à l'INRAE à Clermont-Ferrand, donc moi où je suis dans le comité de thèse de suivi. Et c'est très intéressant parce que finalement, là l'objectif c'est de suivre plusieurs centaines de placettes sur tout le Massif central. Mais pour l'instant, depuis 20 ans, on a un réseau de placettes avec l'INRA qui est juste sur l'Auvergne, de 110 placettes qu'on suit vraiment précisément à la fois au niveau floristique mais aussi au niveau des stocks de carbone, au niveau de la microfaune du sol, tout ça. Et on a déjà des premiers résultats entre les premiers relevés de 2008 et aujourd'hui. Et peut-être juste vous dire, là il y a un papier qui est en cours de soumission et on se rend compte que par exemple on est en train de changer de modèle de fonctionnement où jusque-là finalement le facteur limitant de la croissance des plantes, alors il y a des enjeux de biodiversité mais c'était quand même... la nutrition, voilà, azote, phosphore, et que là on est en train de changer de modèle où le facteur limitant devient en fait la disponibilité en eau. Et là, sur cet observatoire, on est en train de montrer, là ça a priori ça n'a jamais été montré jusque-là, mais que des apports d'azote minéral au jour d'aujourd'hui, en 2019, 2020, 2022, en fait engendrent une diminution de la production des communautés végétales, tout simplement parce qu'en favorisant les espèces précoces à forte production de biomasse au printemps qui rentrent en compétition avec les espèces tardives, on a un très faible développement des espèces tardives. Et donc là, finalement, on est en train de vraiment changer de modèle et de se rendre compte que la fertilisation n'est plus forcément, mais même d'un point de vue agricole. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je bosse beaucoup avec le monde agricole. Moi, mon objectif, c'est de me dire qu'une fois qu'on a fait comprendre au monde agricole l'intérêt des prairies naturelles, la flore diversifiée, c'est plus facile de parler de préservation de la biodiversité que juste de dire c'est important qu'il y ait des fleurs. Et donc, mine de rien, le réchauffement climatique, il est en train de nous montrer de manière très claire que les végétations diversifiées sont quand même les plus résilientes et commencent à devenir finalement les plus productives, entre guillemets, dans un contexte de sécheresse estivale. Bonjour, Romain Bertheld. Donc, comme vous disiez au début de votre présentation, pour nous donner envie d'aller herboriser un petit peu par là-haut, y a-t-il des espèces, sous-espèces endémiques propres au Massif central ? Il y en a surtout une qui est très connue, qu'on avait mis un peu en photo sur les trois diapos qui présentaient vraiment juste les photos de quelques espèces. Ça va être Jasonia crispa ou l'espèce Sarvenensis. Et après, je crois qu'il y a Micranthès iracifolia, mais qui est présente ailleurs dans d'autres pays. Mais en France, qui est que dans le massif du Cantal, si je ne dis pas de bêtises. Mais ne vous tuez pas pour aller chercher du Micranthès. C'est que dans des falaises basaltiques, donc un petit peu friables. Bon, écoutez, il nous reste à vous remercier pour cette présentation très claire.